Salut à tous et bienvenue dans ce dernier update lecture de août qui n'était pas du tout prévu d'être filmé maintenant, au cas où c'était pas clair. Je suis en pyjama, je suis en mode dimanche, je suis restée en pyjama toute la journée, ça ne m'arrive jamais d'habitude. Je passe d'un pyjama à un jogging pour être à l'aise, mais ça m'arrive jamais. Mais et bah, ce week-end ça m'est arrivé. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire avec ça. J'ai beaucoup hésité à filmer cette vidéo maintenant, mais j'ai très peur de ne pas avoir le temps de le faire la semaine prochaine avec les livres en ma possession, puisque je suis très en retard dans la remise de certains livres à la bibliothèque, donc j'aimerais bien y aller demain, ce serait cool. Voilà, pour être à peu près pas trop en retard. Voilà, ça fait 2 mois de suite là que je leur rends les livres en retard, je vais finir par me faire un peu taper sur les doigts. Bref, j'ai donc 4 livres à vous présenter pour ce dernier update lecture, dont un qui n'était pas du tout prévu. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il a été, je vous l'ai présenté dans ma pile à lire de septembre. Et finalement, en fait, je l'ai commencé le samedi en fin de journée en me disant, bon allez, enfin dans l'après-midi plutôt, en me disant, bon bah voilà, je vais en lire quelques chapitres ce week-end, et voilà. Et finalement, je l'ai tabassé, voilà, hein, vraiment tabassé de chez tabassé. Je pensais en avoir lu moins de la moitié. Quand le week-end se terminerait, bah spoiler alert, je l'ai lu en entier. Voilà. Bref, donc bon, vous l'avez vu dans la vidéo pile à lire, mais j'en ai choisi un autre que je vais lire à la place et je vous en parlerai le moment venu. En attendant, parlons des 4 romans que j'ai lus en cette fin août. Et le premier, il s'agit de Que du feu de Kara Hunter aux éditions Hauteville. Je vous l'avais déjà un petit peu spoilé, puisque quand je vous ai dit que j'avais lu Dans les ténèbres, je vous ai dit que j'avais lu Que du feu dans la foulée, parce que j'étais tellement à fond dedans que je pouvais pas m'empêcher de penser encore et encore à cette saga, et du coup je me suis lancée dans la suite, puisque dans... et d'ailleurs, je sais même pas si je vous l'ai vraiment dit quand je vous ai présenté Dans les ténèbres, pardon. C'est une saga de policiers dans lequel on va suivre à chaque fois les mêmes enquêteurs, et principalement l'inspecteur en chef Adam Follet. Voilà, donc là c'est la 3e enquête où l'on suit le même groupe. Je conseille de les lire dans l'ordre, c'est mieux, même si pour moi le meilleur pour l'instant c'est Dans les ténèbres. J'ai très hâte de lire les prochains, d'ailleurs dès que j'ai ma paye je vais aller farfouiller sur le Vinted francophone pour essayer de trouver ça. J'en ai déjà 1 ou 2 dans mes favoris. Voilà, parce que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Dans ce nouveau volume, l'équipe de Adam se retrouve à enquêter sur un vrai drame, puisque une maison a pris feu à Oxford. Enfin, une maison a été brûlée à Oxford, on va très vite comprendre que c'est un incendie criminel, sauf que dans cette maison, il y avait au moins les 2 enfants de la famille, puisque le petit de 3 ans est découvert mort, et son jeune frère, son frère un petit peu plus âgé du coup, est entre la vie et la mort, et part aux urgences dans un état assez critique, pour ne pas dire très critique. On n'a aucune idée d'où sont les parents, mais comme la maison est complètement écroulée, il y a quand même une grosse chance qu'ils soient dedans, mais la voiture n'est pas garée devant, donc peut-être qu'ils ne sont pas là. Bref, beaucoup de mystères, d'autant plus que on a affaire à un universitaire, sa femme qui est au foyer, qui sort pas beaucoup de chez elle. On ne sait pas trop qui pourrait leur en vouloir au point de mettre le feu à la maison. Est-ce que c'est eux? Est-ce que... On ne sait pas. Bref, on a une enquête qui est particulièrement intense qui va commencer là, puisqu'évidemment, et comme à chaque fois, on va vraiment suivre toutes les possibilités que vont soulever les enquêteurs. On va suivre à chaque fois le cheminement de leurs pensées et de leur enquête, on va passer par plein de chemins différents, et c'est vraiment un très bon roman encore une fois. C'est pas mon préféré, je pense même que c'est celui que j'ai le moins aimé des 3, pour autant je l'ai adoré, et ça a été un coup de cœur à la même hauteur que les 2 précédents. Disons que celui d'avant m'a tellement complètement prise au tripes que celui-ci était un petit peu moins bon à mes yeux. Malgré tout, c'est toujours aussi addictif, on a toujours des scènes qui vont s'enchaîner, on passe d'un point de vue à l'autre, d'une étape de l'enquête à l'autre tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'arrive pas à le lâcher, c'est vraiment hyper addictif comme plume et hyper bien foutu, parce qu'en fait on se fait complètement avoir nous aussi, on est complètement bluffé par ce qu'on lit, et franchement c'est un délice à lire. C'est très rare que je lise des thrillers qui me mettent autant dans cet état-là de je veux à tout prix connaître la fin, et en même temps c'est ce que je préfère quand je lis des thrillers, c'est le côté addictif de la plume et le fait d'être un peu retourné à la fin, de pas m'attendre au dénouement final. C'est exactement ce qui se passe avec les romans de Kara Hunter et c'est ce que j'aime autant chez eux. En tout cas, j'ai passé un super bon moment encore une fois, et quelque chose que j'ai particulièrement aimé au-delà de l'enquête, c'est le fait que on commence à s'attacher à cette équipe d'inspecteurs que l'on suit depuis 3 volumes maintenant, et je trouve que plus ça va, plus on va avoir des petits moments de leur vie à eux qui vont creuser les personnages qu'ils sont et les enquêteurs aussi qu'ils font, mine de rien. Là j'ai beaucoup aimé parce que déjà le personnage d'Adam c'est un personnage que j'aime bien, mais on ne va pas suivre que lui, on va avoir aussi, il y a une des enquêtrices, j'ai un doute sur laquelle c'est, je sais pas pourquoi, pourtant elles sont que 2, ça devrait pas être très compliqué de me rappeler qui est qui, mais voilà, qui se retrouve à chercher une maison de retraite pour son père.
Il y en a un, il vient d'avoir un enfant, enfin il a eu un enfant il y a quelques mois, et du coup c'est le premier Noël de son fils. Enfin il y a plein de petits détails comme ça qui font que bah, on s'attache à cette équipe et c'est un plaisir de les suivre et franchement j'ai qu'une hâte, c'est de m'acheter lire la suite et de la lire du coup parce que j'ai très envie de poursuivre cette saga. Bon là je suis en train de commencer à voir mes piles à lire sur la fin de l'année, je pense que j'attendrai le début 2026 pour attaquer la suite de la saga. Je vais me laisser un petit peu reposer tout ça, puis j'ai d'autres livres que j'aimerais bien lire en priorité et que j'ai déjà dans ma palle. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne fera pas long feu. Waouh, c'était pas ma meilleure celle-ci. En tout cas voilà, très bonne saga que je vous conseille, très bon roman policier où vraiment l'enquête nous emmène complètement et nous bluffe carrément même. Moi je ressors toujours de ces récits en mode ah je me suis fait avoir. Et franchement c'est tout ce que je demande avec un polar. Après ça, j'ai lu Atmosphère de Taylor Jenkins Reid aux éditions de Charleston. Il faut savoir que j'avais commencé à faire cette date lecture et je pense que je spoilais un petit peu de l'intrigue, donc je vais beaucoup moins spoiler ce coup-ci et je vais me contenter de globalement vous dire un petit peu le résumé de la 4e de couverture. Ce récit, il a lieu en 2 temps, mais en tout cas dans les 2 temps, on va suivre la même personne, Joanne. Joanne, elle a toujours eu la tête dans les étoiles, elle a toujours adoré ça, mais comme les femmes ne vont pas dans l'espace, elle se contente d'être professeure Elle est astrophysicienne et elle est professeure à l'université, c'est ça. Seulement, ça y est, on est dans les années 80, les choses commencent un petit peu à bouger et elle va avoir la possibilité d'entrer à la NASA pour potentiellement devenir astronaute et surtout potentiellement monter dans l'espace, et ça c'est son plus grand rêve à Joanne. Dans le même temps et en parallèle du coup du récit, enfin pas dans le même temps du coup, un peu plus tard, une fois que voilà, elle est officiellement astronaute, elle est en tour de contrôle et elle doit gérer un incident puisque une équipe est dans l'espace, une équipe d'ailleurs qui est composée principalement de personnes avec qui elle a toujours travaillé, avec qui même elle a été formée pour la plupart. Il va y avoir un incident au niveau de leur navette spatiale, ils sont tous entre la vie et la mort, c'est une cata, bref, voilà. On va suivre en fait dans le récit le cheminement de Joanne jusqu'à ce moment-là et on va suivre en parallèle des passages qui se passent dans leur présent à eux, puisqu'on reste quand même dans les années 80. L'histoire de Joanne, c'est l'histoire de cette femme qui s'est toujours sentie un peu en décalage avec les autres, qui a toujours eu envie de davantage que ce que sa vie lui offrait, et qui va aussi vivre sa première histoire d'amour, que ce soit, j'ai envie de dire, spatiale ou pas, voilà. D'ailleurs, le sous-titre du roman, c'est une histoire d'amour, et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai pour un roman de Taylor Jenkins Reid, puisque c'est vraiment une... Moi d'ailleurs, je l'ai classé comme romance. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans les années 80, à une époque où, en tant que femme, on était quand même beaucoup considérée comme la nana qui était derrière les fourneaux et pas beaucoup plus que ça. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir justement de suivre ces premières femmes qui vont dans l'espace, ces premières femmes qui deviennent astronautes, parce qu'astronaute c'est pas que aller dans l'espace, c'est aussi tous les à côté, mais voilà, qui vont intégrer la NASA. J'ai trouvé que c'était hyper fort comme récit et très féministe, et c'était vraiment important à lire et hyper cool à lire. J'ai aussi beaucoup aimé la romance, mais c'est le sujet sur lequel j'ai moins envie de vous spoiler parce que je veux pas trop vous en dire. Mais en tout cas, pareil, le sujet était hyper important, hyper beau, hyper doux, hyper tendre, hyper poignant. Pour le coup, c'est un récit que j'ai terminé des larmes dans les yeux. J'avais la boule dans la gorge, j'étais dans le tram ou dans le bus, je sais plus, enfin un des deux, dans les transports en commun en tout cas. Et j'étais vraiment en mode, je ne vais pas pleurer ici, mais franchement... Il y a moyen que ça arrive quand même. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment poignant, c'est le mot, notamment dans cette relation amoureuse qui m'a complètement bouleversée, dans l'histoire de Joanne qui m'a profondément bouleversée. Ce qui est assez fort parce que la plume de Taylor Jenkins Reid, elle arrive à me faire toujours un effet de ouf, alors qu'elle est très contemplative. On a vraiment l'impression que les scènes qui sont dans le présent sont des scènes d'action où il se passe des choses et qui sont peut-être un petit peu moins contemplatives, et celles qui se passent dans le passé, on a vraiment l'impression que c'est un peu comme si on était dans un film, qu'il y avait Joanne qui était en train de gérer ce tour de contrôle et qui, entre guillemets, il y avait une espèce de pause dans la narration pour nous raconter un peu l'histoire de Joanne, un peu en accéléré, sa vie, etc. Et du coup, il y a quelque chose de très contemplatif, de très... Enfin, une narration qui, moi, généralement, me plaît beaucoup moins. Et l'autrice écrit beaucoup comme ça. Et j'adore à chaque fois. Et pourtant, encore une fois, la thématique de la NASA ne me plaît pas du tout. C'est vraiment pas un sujet qui me plaît. Moi, l'idée qu'on perde du temps et de la thune à aller voir ce qui se passe dans l'espace, ça me dépasse. Parce que je sais très bien comment ça va finir. On va finir par aller envahir là-haut, là, et on va aller détruire d'autres planètes alors qu'on a déjà complètement bousillé la nôtre. Donc généralement, c'est un peu tendance à me tendre comme sujet. Et c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, c'était pas quelque chose qui me donnait envie. Mais j'ai vu le nom de l'autrice et j'ai fait vas-y, je tente. Et je ne regrette pas du tout parce que ça a été un énorme coup de cœur. Et je ne serais pas étonnée que ce soit mon plus gros coup de cœur de l'année, honnêtement, parce que, encore une fois, poignant.
c'est le mot. Je vous conseille vivement de découvrir La Plume de l'Autrice, si c'est pas avec celui-ci, ça peut être avec n'importe lequel autre de ses romans. Franchement, allez-y, les yeux fermés, c'est toujours des pépites. À la rigueur, celui qui est un peu le plus space à lire, ça pourrait être Daisy Jones and the Six, et pourtant c'est celui avec lequel j'ai commencé, je crois. Ah, peut-être pas. J'ai peut-être lu Les Sirènes de Malibu avant. Ou pas, je me rappelle plus. Je sais pas, c'est kiff kiff, j'ai dû les lire à peu près en même temps de toute façon, donc... Bref, lisez Taylor Jenkins Reid, franchement, sa plume, voilà. Je n'ai pas d'autres mots que ça. Elle a une plume qui est très visuelle, c'est quelqu'un qui a bossé dans le cinéma, et je trouve que ça se ressent, elle a quelque chose de très cinématographique dans ce qu'elle raconte, et voilà. Et puis franchement, cette couverture, j'adore. Je sais pas si c'est la cover de la VO ou pas, mais en tout cas, trop beau, j'adore. Enfin bref, gros coup de cœur, j'ai adoré. On reste dans les coups de cœur avec l'avant-dernier roman de cette vieille lecture, puisque j'ai lu Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani au livre de poche. Et bon, on va pas se cacher que je savais d'avance que j'allais beaucoup kiffer cette histoire. Je savais d'avance que potentiellement ça allait me heurter de plein fouet. Ça n'a pas manqué, encore une fois. Je pense qu'on peut aussi qualifier ce récit de poignant. Et encore une fois, on est sur une plume qui est assez contemplative avec Laetitia Colombani, qui nous conte ici l'histoire de Léna, cette femme qui était institutrice et qui, suite à un drame personnel, a un peu tout plaqué dans sa vie et est partie en Inde. À la base, c'était censé être un voyage de quelques temps, le temps de se ressourcer, de peut-être se faire un peu de bien, de changer un peu, de se changer les idées. Et tout va changer avec un cerf-volant. Ce cerf-volant, il est tenu par une petite fille sur la plage, et un jour, cette petite fille va contribuer à sauver Léna de la noyade. Quelque chose qu'elle va garder en tête pendant longtemps, notamment quand elle va comprendre que cette petite fille, elle n'a pas accès à l'éducation, comme beaucoup de petites filles en Inde, et pas que, beaucoup d'enfants en Inde. À partir du moment où t'as pas trop d'argent, c'est vite compliqué. Elle va découvrir du coup ce système, la façon dont les castes fonctionnent, tout ce genre de choses. Je vous en dirai pas plus parce que vraiment, lisez le roman, il est très très court, hein, vous n'avez pas beaucoup de temps à lui consacrer, qu'il sera déjà terminé. Donc lisez-le, voilà. Et elle va avoir la décision la plus folle de sa vie, créer une école pour ses enfants qui n'y ont pas accès. Ce livre est hyper poignant et j'ai beaucoup aimé le retour en Inde, puisque dans La Tresse, déjà Laetitia Colombani mettait les pieds en Inde et nous montrait un petit peu la difficulté de ce pays. On sent qu'elle a une certaine attache pour lui tout en étant tout à fait capable de nous dire ce qui ne va pas là-bas, notamment par rapport à la place des femmes. Voilà, on est très clairement sur deux récits très féministes là, avec la façon dont les femmes vont être traitées, la façon dont c'est pas très grave si une femme n'a pas accès à l'éducation parce qu'on lui demande juste de se marier et de faire un bon mariage, et pas beaucoup plus que ça. J'ai été hyper touchée par sa manière de raconter les choses. Le personnage de Léna est particulièrement touchant, on la voit vraiment brisée, elle redémarre une nouvelle vie, mais elle est même pas sûre de vouloir la démarrer cette nouvelle vie, donc c'était particulièrement intense et touchant à lire. Le récit en lui-même se dévore tout seul. Encore une fois, et de la même manière que Taylor Jenkins Reid, c'est une plume qui est assez contemplative. Je trouve que la narration, on rentre pas forcément dedans hyper facilement. J'ai toujours un peu l'impression de lire un espèce de témoignage, comme si Léna, des années plus tard, nous racontait comment est-ce qu'elle avait fait pour créer cette école, ou quelqu'un qui l'aurait connue nous raconterait cette chose-là. Même les dialogues, c'est pas des vrais dialogues, ils sont pas construits comme des vrais dialogues. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du récit, presque oral en fait. Et normalement c'est pas forcément des textes que j'apprécie beaucoup, et pourtant à chaque fois Laetitia Colombani je pense qu'elle m'a aussi par rapport à son format, parce que je trouve qu'elle n'en fait pas des caisses, elle va directement à l'essentiel, et pour moi c'est amplement suffisant. Parfois on n'a pas besoin de récits qui font des centaines et des centaines de pages pour aller directement à l'essentiel, droit au but, et pourtant elle nous montre aussi que c'est très long ce projet qu'elle a à monter, que c'est très très long de se remettre d'un drame personnel. Je trouve qu'il y a quand même on sent la longueur quand même des choses dans un récit qui fait 200 et quelques pages, je crois. 228 pages, voilà. Bref, j'ai passé un très très bon moment avec ce roman que je vous conseille, et de manière générale, je vous conseille tous les romans de Laetitia Colombani. Il raconte toujours des destins de femmes hyper importants, hyper touchants. Et si vous avez lu La Tresse, je vous conseille de lire Le Cerf-Volant, puisqu'évidemment les deux ont un petit lien, voire un très gros lien. Voilà, lisez celui-ci en deuxième. Mais ça m'a très émue d'ailleurs, ce lien, vraiment vraiment très très fort. Donc voilà, je regrette presque d'avoir attendu aussi longtemps, parce que du coup La Tresse était un petit peu floue dans ma tête, même si j'ai vu le film qui d'ailleurs, entre nous soit dit, est vraiment nul comparé au livre, honnêtement, enfin sans vouloir être désagréable. Le livre est là, le film est... On le voit même pas à l'écran. Bref, c'était pas ouf, mais les livres sont très très bien, et encore une fois, ils font tous à peu près à la même taille. Les Victorieuses, c'est pareil, il est génial. Et c'est que des livres avec des femmes hyper fortes, hyper inspirantes, hyper touchantes. Donc rien que pour ça, franchement ça vaut le coup.
Et le dernier livre qui n'était pas du tout prévu au programme, enfin en tout cas il n'était pas prévu que je vous le présente maintenant, c'est Une panne dans l'équation de Flora Peoni. C'est de l'auto-édition et c'est la nouvelle réédition pour le relier, donc elle l'a réédité et en brochet et en relié. Le brochet était très sympa, mais j'avoue que je craque complètement pour ce relié que je trouve très beau avec les petites traces de pneus que l'on devine. Voilà, bref, très bel objet livre, mais bon, on n'est pas là pour parler de l'objet livre. Le seul point négatif, c'est que du coup, les pages sont comme ça, et du coup, ici, bah, si t'as pas une bonne lumière, genre lampe de chevet, moi ma lampe de chevet c'est mort, elle fait pas le taf, bah tu galères un peu à lire les petits mots qui sont en dessous. Voilà, c'est mon seul reproche sur le livre, parce que sinon, bah vous vous en doutez, hein, si je l'ai lu aussi vite, c'est que je l'ai adoré. Voilà. Ce roman nous fait suivre Séchat, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais moi je l'ai dit comme ça dans ma tête pendant tout le temps, qui vient de perdre sa mère qui était une grande astrophysicienne, voilà, et elle-même étant physicienne, enfin astrophysicienne non, elle est juste physicienne, hein, c'était dans Atmosphère qu'elle était astrophysicienne. Bref. Elle croit pas, enfin, Séchat, elle est comme sa mère, elle a toujours été physicienne, donc autant vous dire que la vie après la mort, elle y croit pas trop. Pourtant, sa mère lui a laissé des petites énigmes sous forme d'équations, c'est un petit jeu entre elles, qui vont emmener Séchat tout droit dans le sud de la France. Elle quitte sa Normandie et elle débarque dans un garage où elle va se retrouver face à deux ours bien bourrus, le père et le fils, qui tiennent leur garage. Qui sont... ouais, ça fait vraiment ours mal léché, hein, qu'on se le dise. Damien et Iliade, t'as pas trop envie d'entrer les voir et de les faire chier, hein, qu'on se le dise. Déjà, la première interaction entre les deux, il arrive avec sa clamonette en voulant lui faire peur parce qu'il croit que c'est un voleur. Voilà, hein, on est très clairement pas sur l'accueil le plus chaleureux du monde. Mais Séchat, elle a pas non plus hyper peur, ça me perturbe que ça se prononce Séchat à voix haute. Mais Séchat, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être Séchat quand même. Puisqu'à un moment donné, il y a un... jeu de mots avec Sacha. Séchat. Séchat. Mais il y a un T à la fin. Et c'est censé être issu de l'égyptien. Bref, la fille, la physicienne, la crevette. Bref, cette jeune femme, elle n'a pas la langue dans sa poche, même si de prime abord, elle fait quand même très timide. Et surtout, elle est bien décidée à résoudre les derniers mystères de sa mère et à comprendre pourquoi est-ce qu'elle l'a menée ici. Voilà, voilà. Quitte à se frotter d'un petit peu trop près à ce fameux Iliade. Ouais, bref. Et bah écoutez, j'ai adoré, hein, j'ai vraiment dévoré ce roman. Je trouve que, bah, un peu comme... C'était le premier Flora Peoni que je lisais qui n'était pas du coup un Vivaldi, puisque jusque-là j'ai lu sa quadrilogie, pardon, des 4 saisons. Après ça, j'ai lu du coup les 2 premiers volumes de la saga des Love, où c'est les enfants des Vivaldi, mais je n'avais toujours pas lu de roman qui soit en one-shot, ou en tout cas qui soit plus dans l'univers des Vivaldi, c'est le premier. Et il y avait une sphère de moi qui disait, imagine, bah voilà, je suis attachée au Vivaldi, c'est pour ça que j'ai autant aimé, et peut-être que je vais pas kiffer tant que ça ce roman-là. Bah, voilà, hein, peur très vite éliminée, j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Je trouve qu'on retrouve vraiment dans la plume de Flora Peoni tout ce que j'aime en romance, c'est à la fois frais et touchant, c'est à la fois parfois un peu dur mais hyper tendre, c'est toujours des personnages qui me font énormément rire, des phrases qui me font beaucoup trop rire. Elle est capable quand même, parce qu'il y a toujours ce truc là que je sais pas si je vous en parle dans les vidéos, je sais que j'en parle dans mes posts Insta, mais dans les vidéos je sais pas, mais à chaque fois il y a toujours une petite en-tête de chapitre avec une petite phrase à la con. Alors il y a des fois, selon le personnage, ça va être des jeux de mots pourris, genre Spring dans les Vivaldi, il fait des jeux de mots pourris, bah les en-têtes de chapitre c'est des jeux de mots pourris. Là c'est toujours en lien avec les équations ou les voitures, puisqu'il y en a un qui est passionné par les bagnoles, l'autre qui est passionné par les maths, voilà. Et du coup elle arrive à nous faire des scènes qui sont hyper belles, genre le premier baiser, putain magnifique cette scène. Et bah la page suivante, l'en-tête de chapitre, c'est une bonne phrase bien beauf qui m'a fait avoir un vrai fou rire. Genre vraiment, j'ai mis un certain temps avant de me remettre de ce fou rire là. Voilà, c'est ce que j'aime chez Peoni, c'est que... enfin chez Flora, pourquoi je l'appelle Peoni comme les auteurs que je connais pas, parce que je la connais un peu quand même. Quand je me la pète, c'est pathétique. Bref, ce que j'aime beaucoup chez Flora, c'est ça, c'est sa façon de pouvoir nous faire vraiment rire. Mais vraiment rire pour de vrai. Moi, à chaque fois que je lis un de ses romans, ces petites phrases à la con, qui en plus ne me sortent pas du livre, hein, pour le coup, je les lis et je suis, voilà, ça me fait juste marrer et voilà, mais ça me fait vraiment marrer. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois hyper frais, hyper drôle, et en même temps elle aborde des sujets qui sont pas faciles, parce que là, l'héroïne, elle est en deuil, hein, concrètement, elle vient de perdre sa maman, c'était la personne la plus importante de sa vie, elle est en deuil, c'est difficile,
Il va y avoir d'autres événements qui sont pas forcément faciles non plus, qui se passent dans le roman, mais je trouve qu'elle arrive toujours à apporter, avec cet humour qu'elle ne perd jamais, et que les personnages vont conserver aussi d'une certaine manière, elle arrive toujours à apporter un espèce de vent de fraîcheur, et c'est toujours génial. Moi j'adore. En plus de ça, il y a toujours aussi, là, il y a vraiment les énigmes de la mer qui nous portent. On a envie de connaître ce mystère, un petit peu le dernier mystère, le dernier secret qu'Évangéline a emmené dans sa tombe. On a envie de connaître le fin mot de l'histoire et du coup, ça nous prend complètement. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à le lâcher. Puis ça se lit vite, c'est fluide. Enfin, vraiment, genre, la dernière fois dans son, comment on appelle ça, son canal Instagram, elle disait qu'au début, elle avait eu du mal avec le fait qu'on dise que de sa plume qu'elle était fluide. Elle attendait une plume poétique, ce genre de choses. Et au début, elle était un peu frustrée qu'on lui dise ta plume est fluide. Et en fait, elle a lu des romans où elle s'est dit aussi la plume est fluide, elle comprend du coup maintenant ce compliment, donc j'en use et abuse un peu. Mais c'est vrai qu'elle a une plume hyper fluide, ça se lit tout seul, on y croit, ces personnages, ils sont réalistes, ils sont touchants. Enfin, moi, cette histoire d'amour, j'y ai cru, je l'ai vue naître sous mes yeux et je l'ai aimée. Les scènes de cul, c'est pas trop. Les scènes un peu d'enquête, de maths et tout ça. Et pourtant, les maths, je déteste. Vraiment, c'est pas mon truc. Là, l'autre jour, j'ai eu mon frère à la maison, pas lui faire ses devoirs de vacances. Autant vous dire que la partie mathématique, j'ai appelé mon mec à la rescousse. Hein. Donc, pas du tout. Mais elle a réussi à me passionner pour ces moments où elle était en plein je vais résoudre des équations et je vais réussir à trouver le mystère que maman m'a légué, quoi. Bref, c'était génial et je vous conseille vraiment cette romance. Il est disponible, je crois, dans l'abonnement Kindle et sinon, il reste peut-être des reliés sur sa boutique, faut aller voir, ou alors elle en garde pour les salons. Et sinon, il est aussi en version poche, n'importe quoi, en version brochée, qui est aussi très sympa. Et je crois d'ailleurs que sur la version brochée, ça doit être à peu près... Oh, peut-être pas, non. Attendez, parce que je crois qu'on... Ouais. La version brochée, la couverture, elle ressemble à ça. À peu près, hein. Je sais pas si c'est exactement celle-ci, mais dans l'idée, c'est à peu près ça, quoi. Voilà. Bref, j'ai adoré. Je vous conseille Une panne dans l'équation, c'était trop cool. De toute façon, la preuve, c'est que je l'ai lu en très très peu de temps, puisque je l'avais assez bien entamé hier. Je suis assez étonnée de moi-même, parce que j'avais pas du tout prévu de lire forcément, et j'étais à fond dedans. Puis aujourd'hui, j'ai passé quasiment ma journée à bouquiner, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré ma tête en friche. Je transpire comme un gros chacal, donc je vais aller rallumer mon petit ventilateur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!